D'accord. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la région autonome du Kurdistan d'Irak. Pour cela, nous accueillons le sociologue Adel Bakawan, qui est spécialiste du Kurdistan irakien et chercheur associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique basé à Paris. Bonjour Adel Bakawan et merci d'être avec nous. Vous m'entendez ? Bonjour. J'aimerais commencer par examiner la situation politique intérieure au Kurdistan irakien. Alors, le 29 octobre dernier, Massoud Barzani, président de la région autonome, a annoncé sa démission sans attendre les prochaines élections. Comment pouvez-vous expliquer ce retrait précipité du président kurde ? Parce que tout simplement, Barzani avait déjà annoncé à plusieurs reprises, surtout dans le monde, qu'il ne se représentera pas. De toute façon, il n'a pas le droit, il a fini ses deux mandats. Exceptionnellement, à cause de la guerre de Daesh, l'Assemblée nationale kurde a renouvelé son mandat, mais là, son mandat arrive à terme, il s'est engagé, il a tenu sa promesse, premièrement. Deuxièmement, comme vous savez, en ce moment, le Kurdistan irakien, le gouvernement régional du Kurdistan, le GRK, est totalement politiquement, économiquement, militairement dans l'impasse. Je l'ai dit avant le référendum, je l'ai dit après le référendum, je confirme qu'aujourd'hui que le GRK, depuis plusieurs années, est dans l'impasse. Et le président Barzani fait partie de ces crises. Il n'est pas une solution. Son poste, la présidence du Kurdistan, n'est pas une solution, mais un problème. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, j'insiste, et je le dis fermement, lorsque Barzani se retire de ce poste-là, le président du GRK, ne signifie pas son retrait de la vie politique. Au contraire, désormais, Barzani sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort dans le système politique du GRK qu'auparavant. Les acteurs politiques clés de la vie politique kurde ne se trouvent pas à l'intérieur de GRK, ils se trouvent à l'extérieur de GRK. D'accord. Comment expliquez-vous justement qu'il sera encore plus puissant en quittant son poste ? Ça peut paraître un peu paradoxal à première vue. Ce sera par l'intermédiaire de son neveu, Nechirvan Barzani, Premier ministre ou... Non, absolument pas, absolument pas. Ça peut paraître paradoxal lorsqu'on a une grille de lecture de l'extérieur, lorsqu'on est un journaliste et on travaille sur quelques données factuelles sans entrer dans l'intérieur du champ politique kurde, sans comprendre l'historicité de ce système, sans comprendre les acteurs majeurs de ce système. Donc voilà, mais par contre, lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est dans cette trajectoire, lorsqu'on a une grille de lecture un peu plus sérieuse, on comprendra rapidement que les acteurs politiques, les acteurs majeurs ne sont pas dans le gouvernement, ils sont à l'extérieur du gouvernement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, ce système politique est dirigé dans les coulisses, c'est-à-dire par les deux grands bureaux politiques, le bureau politique de l'UPK et du PDK. Le ministre dans le gouvernement, les ministres dans le gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, ils font partie de la troisième, voire quatrième et des fois cinquième génération politique, cinquième degré politique des partis politiques. On dit, ils sont même pas les cadres dirigeants, ils sont même pas les cadres moyens. C'est les petits cadres de l'UPK, du PTK qui se trouvent au gouvernement et à l'Assemblée nationale, à part le Premier ministre, bien évidemment. Vous trouvez rarement un membre du bureau politique de l'UPK ou du PTK, ministre de GRK ou député à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui veut dire, aujourd'hui, ce sont les deux bureaux politiques qui envoient
les acteurs politiques de cinquième niveau, de cinquième degré au GRK et à l'Assemblée nationale. La deuxième observation, à ce jour-là, les forces militaires du GRK, du gouvernement du Kurdistan, ne constituent que 25%, autrement dit 75% des Peshmerga dépendent encore du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, et de l'UPK, l'Union patriotique du Kurdistan. Et ils sont gérés directement par les deux bureaux politiques. Ça, c'est la deuxième observation, la deuxième remarque. La troisième remarque, l'économie du Kurdistan irakien a une petite marge de manœuvre gérée par le gouvernement régional. Sinon, c'est géré directement par le PDK et l'UPK. Quatrième remarque, à ce jour-là, toutes les délégations internationales, régionales et nationales, lorsqu'ils se rendent au Kurdistan irakien, ils vont voir, bien évidemment, pour la les acteurs de GRK, les ministres, le Premier ministre, etc. Mais en réalité, ils vont se rendre dans les bureaux politiques du PDK et du PK. Très bien, les clés de cette région se trouvent dans les mains de ces deux partis et non pas dans les mains de GRK. Alors, à ce jour-là, Barzani, il devient beaucoup plus fort auparavant. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il avait un poste du président, président du GRK. Il s'est exposé à toutes les critiques de la part de tout le monde, surtout des acteurs politiques de la quatrième ou cinquième génération politique, je parle politiquement en termes de génération, des mouvements de l'opposition qui ont banalisé Barzani, qui était sacré, le sacré du PDK, mais aussi une grande partie de la société kurde, à cause de son poste président de GRK. Il s'est banalisé, il s'est profané, si vous voulez. Il s'est exposé à toutes les critiques. Aujourd'hui, dans les coulisses, il n'est plus exposé à toutes ces critiques, mais dans les coulisses, il gère directement la région, en grande partie la région du Kurdistan irakien. D'accord, je comprends. Et donc, politiquement, c'est toujours Barzani qui va diriger en Soudan, donc, mais au niveau institutionnel, comment l'absence de président aujourd'hui va-t-elle être comblée? Alors, il y a deux hypothèses. À ce jour-là, les pouvoirs de la présidence, du GRK ont été répartis entre le Premier ministre, la Cour et l'Assemblée nationale kurde. Je dis bien l'Assemblée nationale kurde parce que c'est la terminologie des acteurs kurdes, sinon là c'est l'Assemblée régionale du GRK. Et donc ces pouvoirs ils étaient répartis et adoptés par les députés. Dans 8 mois, il y aura 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que le régime politique kurde, le système politique kurde parlementaire, c'est-à-dire qu'il passe d'un système présidentiel à un système parlementaire dans lequel il n'y aura plus le président, cette fonction-là, la présidence du Kurdistan. Il y aura juste un Premier ministre. Voilà, ça c'est la première hypothèse sur laquelle les acteurs kurdes travaillent, réfléchissent à ce jour-là. La deuxième hypothèse, il y aura des élections dans 8 mois, des élections législatives, mais aussi présidentielles. Et à ce jour-là, il y aura bien évidemment des candidats. Une fois une personne, un acteur s'est présenté et élu comme président de la région, à ce jour-là, tous ces pouvoirs reviendront à ce président élu. D'accord. Et quelles ont été les réactions politiques à la démission de Massoud Barzani au Kurdistan irakien? Ça dépend. Pour les partisans de Barzani, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. C'est inacceptable. Donc, c'est un jour de deuil national. Pour ses adversaires, c'est la fête, c'est l'ouverture, c'est la fin d'une époque de crise, de
de catastrophe. Barzani, pour ses partisans, il est le symbole le plus sacré de toute l'histoire du Kurdistan. Pour ses adversaires, Barzani est le symbole de tous les malheurs du peuple kurde. Donc voilà, ça dépend de quel côté on se place. Oui, bien sûr. Et en parlant donc des divisions politiques au Kurdistan irakien, quelles sont actuellement les relations entre l'UPK et le PDK? Mal. Oui. La relation entre l'UPK et le PDK passe par des zones de turbulence actuellement pour plusieurs raisons. Alors, la raison la plus fondamentale, c'est la disparition de Jalal Talabani, le leader de l'UPK. À ce jour-là, l'UPK n'a plus de référence. Référentiel, leader, fédérateur de toutes ces contradictions internes. Comme on le sait, à l'intérieur de l'UPK, vous avez une force de gauche de la gauche, vous avez une autre force conservatrice, vous avez une nouvelle génération critique qui ne reconnaît pas l'autorité du bureau politique. À l'intérieur de l'UPK, vous avez une école iranienne alliée à la République islamique de l'Iran, alliée de Bagdad et de Najaf. Vous avez une autre force qui refuse catégoriquement cette alliance avec Téhéran, Najaf et Bagdad et sous place du de Barzani. Auparavant, il y avait un acteur fédérateur. Il y avait un leader fédérateur qui s'appelait Jalal Talabani. Donc, la disparition sur la scène politique kurde, l'UPK est divisé, a été totalement divisé. Et cette division fait que à ce jour-là, l'UPK ne peut pas avoir une seule position, un seul rapport avec le PDK. Vous avez par exemple les radicaux, les plus radicaux du PDK qui refusent catégoriquement toutes les catégories d'alliance avec le PDK. Et vous avez de l'autre plusieurs acteurs majeurs comme Fassad Rassoul, le vice-secrétaire général du l'UPK, comme Malal Akar, le chef du bureau politique, qui souhaite fortement une alliance stratégique avec le PDK. Donc voilà, en attendant, dans les 2 ou 3 mois, le congrès de l'UPK dans lequel théoriquement, ils doivent élire un nouveau secrétaire général du parti. À ce jour-là, on ne peut pas parler vraiment d'une relation, mais plusieurs relations entre l'UPK et le PDK. D'accord, je comprends. Il y a autant de relations donc, que de mouvances politiques au sein de l'UPK. Et donc ces profondes divisions justement dans le paysage politique kurde ne risquent-elles pas de compliquer la transition politique au GRK et par la même occasion le règlement du conflit avec Bagdad? Oui, absolument, absolument. Je l'ai dit il y a déjà 3 semaines dans un entretien avec Le Monde que le risque, il y a plusieurs scénarios, mais le scénario malheureusement le plus probable, et je ne l'espère pas, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile. J'avais prévu 2 scénarios. Le premier, la guerre civile à l'intérieur des zones disputées entre Bagdad et Erbil. Malheureusement, depuis le 16 octobre, on assiste à la réalisation de ce scénario. Donc je l'appellerai, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile à l'intérieur d'un pays, même s'il y a le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement fédéral de Bagdad. Mais qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est à l'intérieur d'un seul pays. Et donc, dans les sciences politiques, on emploie bien la terminologie de la guerre civile, la qualification de la guerre civile dans les zones disputées. Et le deuxième scénario, c'est ce qui peut être beaucoup plus dramatique pour les Kurdes, c'est la guerre civile à l'intérieur du GRK, entre le PDK et l'UPK. Malheureusement, à ce jour-là, vous n'avez pas une armée de GRK, comme je l'ai dit.
il n'y a que 25% des Peshmerga qui dépendent le Premier ministre à ce jour-là, le gouvernement régional du Kurdistan. 75% dépendent directement de l'UPK. Eh bien, écoutez bien, lorsque les forces politiques ont le contrôle des forces armées, à tout moment, elles peuvent les utiliser pour régler leurs conflits, leurs désaccords, leur rapport de force. Voilà ce qui renforce la réalisation, malheureusement, ce scénario tragique. Alors, deuxième niveau, c'est la position de la communauté internationale. Malheureusement, la communauté internationale n'est pas claire avec elle-même par rapport à sa position sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Irak, mais aussi à l'Irak. Oui, bien évidemment, on a appelé Barzani pour le féliciter par rapport à son retrait. On a appelé Shiran Barzani, le Premier ministre, Washington, Londres, Paris, Berlin, pour dire qu'on vous soutient et on est avec vous. Mais à l'état pratique, la communauté internationale n'a rien fait à ce jour-là pour empêcher une guerre civile à l'intérieur du GRK, tout en sachant que la mise en place de cette guerre civile est une hypothèse fortement soutenue, fortement appuyée de la part de Bagdad et de Téhéran. D'accord. Et en parlant des relations avec Bagdad, donc, j'ai vu que récemment, l'armée irakienne et les milices chiites avaient fait des manœuvres à Fishkabour, donc à la frontière entre la Syrie et la Turquie, mais donc à Fishkabour qui est un territoire normalement à l'intérieur des limites reconnues du GRK. Comment expliquer cette incursion de Bagdad à l'intérieur donc des frontières acceptées du GRK? Parce que Bagdad de Haïdar al-Abadi se base sur un article de la constitution irakienne selon lequel le gouvernement fédéral doit avoir le contrôle des frontières de l'État. Et c'est un point de contrôle de la frontière qui se trouve à l'intérieur de GRK, mais c'est considéré exactement comme des aéroports, comme des autres postes de contrôle de frontières, de passage de la frontière, des deux côtés de la frontière. Normalement, selon la constitution irakienne, tous ces points-là sont gérés par le gouvernement de Bagdad. D'accord. Mais bien évidemment, ça, c'est l'interprétation. Écoutez bien, c'est l'interprétation du gouvernement Bagdad à une interprétation, une autre argumentation basée également sur la constitution irakienne qui est à 180 degrés. Écoutez, on va peut-être arrêter là, dû aux problèmes techniques. Adel Bakawan, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre participation et cet éclairage très utile. Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée et espère à bientôt. Au revoir.